grands principes, le mot d'ordre qu'il y avait à la maison, c'est la rigueur, le travail. Mais un leader, c'est celui qui sait ce qu'il fait d'abord, qui a un cap. La persévérance est un trait de caractère important chez le leader qui rencontre, tous les leaders rencontrent des difficultés. Donc l'épanouissement, c'est ce que j'appellerais tferfira, qui vous donne cette force pour être en bien-être et pour être performant. Voilà pour moi la définition d'épanouissement. Bienvenue dans Success Conversation. L'objectif de ces vidéos est de vous éclairer, de vous inspirer, de vous aider à réaliser vos rêves et aller vers la meilleure version de vous-même. Mon invitée est une femme passionnée, généreuse et tellement inspirante. Elle a milité toute sa vie pour la santé et la dignité des femmes au Maroc et en Afrique. Raja Arzadi est cancérologue, chirurgienne spécialisée dans le cancer du sein. Elle compte une trentaine d'années d'exercice à son actif et un engagement sans relâche aux côtés de l'association Cœur de Femmes pour la lutte contre le cancer du sein qu'elle a elle-même fondée en 2005. Elle est aussi très engagée dans la diplomatie sanitaire à l'échelle de notre continent, experte en géopolitique de la santé en Afrique. Elle a été nommée l'année dernière par Sa Majesté le Roi Mohamed VI à la commission spéciale sur le modèle de développement. Je suis impatiente et ravie de partager avec vous ce moment précieux avec Raja Arzadi. Professeur Arzadi, bienvenue. Chère Raja, je suis très heureuse et honorée de t'accueillir aujourd'hui. Alors, j'ai lu que tu aimais, en tant que chirurgienne, qu'on soit direct, donc ça tombe bien. Moi aussi, je vais te demander, pour commencer, de te présenter personnellement. Merci. D'abord, je suis très ravie d'être ton invitée. Oui, c'est un trait de caractère. Je pense que j'aime bien le direct dit comme ça. C'est parce que c'est plus simple et on économise le temps. On va à l'essentiel. Alors, c'est toujours difficile de se présenter. Il y a toujours un peu de pudeur. On ne sait pas que faut-il dire. Je suis une épouse, une maman de 2 garçons et l'aîné d'une fratrie, d'ailleurs, qui sont tous médecins. J'habite Casa. Je suis chirurgien au secteur privé, après avoir passé pratiquement un quart de siècle comme chirurgien universitaire. Et puis voilà, bon, ma bataille dans la vie, c'est le droit à la santé, le droit à la santé, surtout de la femme, qui est le maillon faible de notre société. Je suis très patriote, j'aime beaucoup mon pays et je suis panafricaine. Excellent, merci Raja. Alors tu as été bachelière très jeune et la professeure en chirurgie et cancérologie aussi la plus jeune au Maroc. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous parler de ton enfance et savoir si tu es fidèle à l'enfant que tu étais, quel regard pouvaient porter tes parents sur toi? Est-ce que tu te sentais différente pour avoir eu un tel parcours? À vrai dire, mon enfance est une enfance classique, normale, paisible, sans vagues. J'ai eu mon école à Fès, une famille moyenne, on va dire, de papa intellectuel, il est chercheur en histoire. Et par contre, on avait un mot d'ordre à la maison. C'est une vie paisible, une enfance paisible, mais avec beaucoup de principes. Et les grands principes, le mot d'ordre qu'il y avait à la maison, c'est la rigueur, le travail. Le travail. C'était le principe. D'ailleurs, moi, je dis c'est de l'épigénétique. On a de la génétique, on arrive sur Terre avec sa génétique, mais l'épigénétique, on la développe. Et avec mes parents, on a développé la notion du travail, la notion de la rigueur, la notion de l'honnêteté intellectuelle. Donc c'est dans ce milieu, avec beaucoup d'amour, j'ai poussé et j'ai fait ma route.
si tu veux, le regard de mes parents a toujours été, j'ai toujours lu de la fierté dans leurs yeux, de protecteurs. On va en parler de cette carrière qui n'est pas sans embûches, sans difficulté. Et j'ai toujours lu dans leur regard qu'ils auraient aimé que je fasse des choses plus simples, plus faciles. Mais j'ai ce trait de caractère, une femme de défi. Hein, je suis Gémeaux, donc oui, voilà, je vais chercher toujours les circuits les plus... je ne veux pas faire comme les autres. Je vais faire toujours plus difficile, des défis. Je me mets toujours des défis. Dès que je finis un, je vais passer à l'autre. Et ça a été l'histoire de ce rêve que j'ai fait, au fait, très 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 jeune enfant. Et au fait, ça a été une rencontre. Je pense que j'avais consulté un médecin, un chirurgien, pour une bricole, mes parents m'avaient emmenée. Et cette image de ce chirurgien m'a hantée pratiquement. Elle a poursuivi mes rêves, elle était là comme icône pour que j'aille vers ce rêve, pour que j'accomplisse la même carrière. J'ai toujours cette image de bel homme, bienveillant. Je me rappelle toujours du bonbon qu'il m'avait Ah oui. Donc vers offert. quel âge? Parce que justement, tu as un peu précédé, mais c'est très intéressant parce que je vois le lien avec l'enfance. Donc c'est à ce moment-là, peut-être que tu as fait ce choix conscient d'orientation vers ta carrière, et à quel âge justement Je pense que ça m'avait marqué cette rencontre avec ce chirurgien. Dans quel contexte, dans quelles circonstances? C'était, bon, j'ai dû consulter pour une bricole, mais c'est sa bienveillance, sa force de caractère, et en même temps cette subtilité de bienveillance qui m'avait beaucoup marquée. Et je pense que c'est à cet âge-là, très enfant, 5-6 ans, j'ai gardé cette image, et c'était mon cap. Et c'était mon cap pour tracer vers... Donc très jeune, tu as su que tu voulais être chirurgien. C'était ça ou rien. C'était vraiment ça ou rien. Mais il y avait beaucoup de défis à surmonter. Hein. Ah oui, beaucoup de défis. On va en parler, j'imagine. Et justement, déjà, une des premières questions qu'on se pose, c'est que le métier de chirurgien, déjà, il est plutôt rare chez les femmes. Pas qu'au Maroc et en Afrique d'ailleurs, hein, n'est-ce pas, dans l'absolu. Et c'est un métier qui conjugue à la fois le mental et le manuel. Du coup, j'imagine qu'il faut cultiver ta force mentale, d'être dans des situations aussi entre la vie, la mort, aussi compliquées. Comment est-ce que tu cultives justement ta force mentale? Et il y avait déjà, on peut dire, au moins 3 défis à relever. Le premier, et qui n'est pas des moindres, c'est que justement c'est un métier qui a besoin de robustesse, hein, de force physique déjà. Et en même temps, c'est un métier qui a besoin d'être entouré, enrobé d'empathie, d'amour. Vous savez, c'est proposer à quelqu'un de l'ouvrir carrément. Et il faut choisir les mots, il faut choisir le moment, il faut choisir les techniques, il faut expliquer, il faut avoir la patience, il faut aimer son patient pour pouvoir lui proposer, parce que c'est aussi un problème de confiance. Il faut que les ondes soient fluides entre le patient et le chirurgien. Donc il fallait conjuguer entre cette robustesse connue du métier et de cette qualité qui est mienne, et j'en suis fière, cette empathie, cet amour par lequel j'enrobe mes techniques, mes patients. Ça, c'était le premier défi. Et c'est toute... on m'a souvent titré sur la presse de main de fer avec gants de velours. Je trouve que ça correspond beaucoup à ce métier et comment il devrait se faire. Le deuxième défi, là aussi, c'était... Il faut dire que j'ai embrassé cette carrière, pratiquement, il n'y avait pas de... quelques femmes, on était très très exceptionnels au Maroc. Donc il n'y avait pas d'icône, il n'y avait pas de quelqu'un qui a déjà défriché le terrain. Donc il fallait se découvrir
dans ce métier et imposer son style pour laisser son empreinte. Voilà, tu n'as pas de référence, donc tu avances voilà. Et le deuxième défi dont j'insiste, parce qu'il fallait garder sa féminité. C'est un métier avec beaucoup de mythes, beaucoup de codes, beaucoup de rituels, beaucoup de force, un langage spécial. C'est des zones très mythiques, le bloc opératoire. C'est un fonctionnement à part. C'est un métier qui a besoin d'une vigilance et d'une présence, d'une disponibilité 24/24. La force physique, tu en as parlé, la force mentale. On peut revenir comment on l'a Complètement. cultivée. Justement, oui, ça m'intéresse, effectivement. Et ça peut, je m'en suis rendu compte. Là aussi, il y a eu un petit événement qui m'a permis de me rendre compte, pour ne pas glisser, pour ne pas déraper et perdre sa féminité. J'y tiens, ma féminité. C'est un ami qui, un jour, je devais le rencontrer pour la première fois pour une réunion. Il n'est pas un médecin. Et donc, il s'attendait à voir le chirurgien, grosse femme, aux traits durs, rude, au langage. Le cliché. Le cliché. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, tiens, c'est ça l'image qu'on a les femmes chirurgiennes, ça peut être autre chose. Et bon, j'ai été titrée une fois comme la dentelière au bistouri. Je trouve que il y a autre chose qu'on peut apporter en tant que femme. Cette empreinte, bien sûr, féminine. Cette empreinte féminine. Des fois, je rigole avec mes étudiants. Je leur dis, il faut apprendre la chirurgie à la femme. Oui, il y a quelque chose qu'on peut apporter. Ça, c'était le deuxième défi. Il ne fallait pas perdre sa féminité. On peut la perdre dans les couloirs des hôpitaux, dans la course, dans le sang, la vie, la mort. On peut la perdre. Le troisième défi, c'est garder la tête haute. Parce qu'on est confronté à la vie et à la mort, à chaque instant. On est confronté à la douleur. La personne qui vient vous voir, c'est juste pour vous parler de douleur, de souffrance. Et en même temps, il faut que les ménages fonctionnent pour comprendre qu'est-ce qui se passe, pour décoder cette douleur, où est-ce qu'il faut la placer pour pouvoir offrir le traitement qu'il faut. Et donc, garder sa positivité dans tout ça. Si on verse un peu on peut craquer. Et ça, il faut un dosage pour donner cet amour, cette empathie, et en même temps se préserver et garder sa positivité. Et comment est-ce que tu fais, du coup, Raja? Parce que là, je vois beaucoup de leadership. Mais du coup, comment est-ce que tu fais pour réussir à la fois à donner autant de ta personne, c'est ce que j'entends, par cette empathie, par cette générosité, par ce lien que tu crées, mais en même temps à maintenir la tête froide justement pour agir vite, de manière précise, prendre les bonnes décisions. Comment est-ce que tu as arrivé toutes ces années à cultiver cet équilibre? Des fois, c'est à la seconde près qu'il faut décider. Quand vous ouvrez un ventre en urgence, il faut à la seconde près décider et de manière... je vais revenir à le comment, mais c'est surtout, c'est un métier qui vous apprend à être humble. Chaque moment de la vie, à être humble. Il apprend peut-être 3 choses, à rester positive, à être humble et à cultiver de relativiser tout dans la vie. C'est peut-être ça qui te nourrit du coup et qui te ressource. Quelque part, ça te rend très philosophe et il y a beaucoup de sagesse qui se dégage de ce que tu dis là. Est-ce que c'est ça quelque part qui aussi te permet de prendre du recul et de te... Je pense qu'il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire que cette image, que cet instant où le patient est allongé sur une table, au moment où il va partir par l'anesthésie, dans l'inconscient et dans l'inconnu. C'est des moments inconnus. C'est une équation inconnue. La mort fait partie de ton quotidien. Je sais que dans le développement personnel, on nous conseille souvent d'y penser. Toi, ça fait partie de ton quotidien. C'est mon quotidien. Et il me ramène au quotidien à relativiser les choses et à être modeste. Je vois beaucoup de leadership qui ressort de l'attitude que tu décris, des ingrédients justement qui t'aident à cultiver à la fois cette force, cette rigueur, cet équilibre. C'est quoi
pour toi les trois plus grandes caractéristiques d'un leader, j'allais dire du leader au féminin, mais je parlerai d'un leader en général, parce que ce sont les mêmes ingrédients. Je pense qu'un leader, c'est pratiquement toujours le même. Il est façonné à peu près le même pour tous les métiers. Bon, à plus ou moins les spécificités de chaque métier. Mais un leader, c'est celui qui sait ce qu'il fait, d'abord, qui a un cap. Parce que quand on ne trace pas de cap, on est perdu dans les méandres de la vie. Donc tracer un cap, se donner les moyens. Si on ne peut pas courir tous comme Aroueta, bon, on ne peut pas dire qu'on va être des marathoniens. Donc se donner les moyens, connaître ses moyens, et puis persévérer. Avoir cette confiance en soi et persévérer. Parce que les défis, les embûches, les difficultés, les bâtons dans les roues, c'est à chaque moment. Et si on doit reculer à chaque fois, bon, on ne va rien faire. Donc la persévérance est un trait de caractère important chez le leader qui rencontre, tous les leaders rencontrent des difficultés. Tout à fait. Tout à fait. Alors, tu es une femme... Et je rajouterai l'humilité, pardon. L'humilité. L'humilité, j'insiste. Tu en as parlé tout à l'heure, absolument. Beaucoup sur parce que l'humilité, c'est déjà de la bienveillance. Et ça crée la positivité, ça crée l'excellence, ça crée les challenges, ça crée beaucoup de belles choses. Tout à fait. Alors, tu es une femme, je disais, très engagée dans les actions humanitaires, que ce soit au Maroc ou en Afrique. Est-ce que tu peux nous parler de tes plus grands combats? Je disais que mon grand combat, c'est le droit à la santé. Je pense que c'est le socle de la vie. Sans santé, je pense qu'on peut... La santé, c'est le développement. Un corps en santé, on peut aller faire des études et on peut être productif dans la société. Donc c'est le socle. Et le droit à la santé est universel. Théoriquement, il ne l'est pas de manière pratique. On est égaux devant la maladie. On est égaux. Mais pourtant, on n'est pas égaux devant les soins. Et ça, c'est ma bataille. Si je pouvais, par une baguette magique, que tout le monde... Parce que la santé, elle est obligatoire pour tous. Et sans concurrence. Sans concurrence. On peut être en concurrence sur tous les sujets, sauf pour la santé. Sauf pour la santé. Donc, ça a été mon bâton de pèlerin, cette bataille. Et puis bon, comme on ne peut pas avoir toutes les batailles, j'ai choisi celle de la femme en tant que femme. Et évidemment, cet organe qui est très, très sensible, qui est le symbole de la féminité, de la vie, chez la femme, le sein, ça a été ma bataille. Qu'est-ce qui t'a amené à créer, du coup, Cœur de Femme en 2005 Je pense que c'est un déclic. Ça a été un déclic. Un deuxième grand déclic dans ma vie. Je suis chirurgien viscéraliste, donc voilà. Et puis un beau jour, à l'hôpital, je voyais cette dame qui attendait à ce qu'on finisse nos réunions et qui s'est approchée de moi tout timidement pour me dire « Je veux absolument que ce soit toi qui m'opères ». Et je n'ai pas très bien saisi le message en ce moment. Après, quand je l'ai examiné, quand j'ai compris qu'il s'agissait du sein, qu'elle ne voulait pas se faire découvrir par un homme, il y a beaucoup de choses qui m'ont saisi en ce moment-là pour comprendre la pudeur de cette femme, des femmes, vis-à-vis du sein. Et de là, il y a eu un déclic. Je me suis lancée avec un groupe de bénévoles. On a fondé l'association en 2001, qui a pour but de sensibiliser, d'informer, parce que c'est un fléau, on peut en parler des heures, c'est mon métier. Bien sûr. Mais bon, on en parlera d'ailleurs en octobre, on va faire une spéciale. Tout à fait, là on est à la veille d'octobre. La journée du cancer. Mais pour informer toutes les femmes, parce qu'il y en a qui ne sont pas informées, il y en a qui ne le savent pas, il y en a qui n'y croient pas, il y en a qui te disent ça n'existe que chez les autres. Non, donc être informé et puis soigner les plus démunis. Et donc on sillonne le Maroc, on a fait plus de 35 régions au Maroc. À chaque fois, c'est les régions les plus enclavées du pays,
avec les moyens du ministère, on consulte ces femmes, on les sensibilise, et puis je les opère dans les hôpitaux de proximité. Et c'est magnifique, ça crée une joie, on aide ces femmes. Je raconterai très rapidement ce soir, c'était la ville de Safi, c'est mes premières campagnes de dépistage, où on rentre le soir fatigué, l'équipe, j'ai opéré toute la journée, et puis on fait le bilan, qui on va opérer le lendemain, est-ce que celles qui ont déjà été opérées peuvent sortir, bon bref. Et puis il y a une collègue qui me dit, tu sais, la dame à qui tu as dit de sortir, elle a commencé à pleurer. Je dis, mais pourquoi? Ça va, elle a été traitée, tout se passe bien. Ben, elle va sortir, elle n'avait pas de quoi manger. Ben, j'ai pris le dîner de ce soir, on était une dizaine de médecins et on l'a envoyé à cette dame chez elle. Ça, c'est pour vous dire un peu le contexte de ces gens dans la misère, mais qui gardent leur dignité. Leur dignité. Donc c'était le Maroc, puis on continue au niveau du Maroc, et comme les maladies n'ont pas de frontières, n'ont pas de visage, n'ont pas de couleur, ben, cette bataille, je l'ai démarrée déjà en 2003 par le Mali, puis après une douzaine de pays en Afrique, où parfois c'est toujours le même, sensibiliser, informer, puis soigner, traiter, opérer sur place. Et des fois, on crée Cœur de Femmes, Sénégal, Gambie, un peu partout. Et des fois, même, on met des stratégies de lutte contre le cancer avec, en général, sous les autorités locales, même le chef d'État qui nous demande de faire des stratégies de lutte contre le cancer. Parce que plus on descend dans les méridiens, plus la misère est plus grande, et plus l'ignorance est plus grande, plus les tumeurs sont énorme et évidemment des pronostics assez réservés. Bravo en tout cas, c'est une grosse une fierté pour nous le Maroc, bravo à toi Raja, vraiment. Et c'est les femmes, je suis animée par, je voudrais qu'aucune femme ne souffre sur cette terre, ou du moins quand ce problème arrive, qu'elle soit bien soignée. Raja, tu es active dans la diplomatie sanitaire à l'échelle continentale. Est-ce que tu peux partager tes réflexions avec nous par rapport à ça, surtout dans ce contexte de crise sanitaire mondiale? Je crois plus que jamais aujourd'hui, la diplomatie sanitaire doit jouer son rôle et a une grande place. La diplomatie économique, sécuritaire, certes, mais avec le Covid qui a changé, qui a chamboulé le monde, qui a changé nos relations. Parce que le premier rôle du diplomate, c'est de protéger la population, et c'est de réguler les flux migratoires, et les flux, on a vu des gens coincés un peu dans les pays, et c'est aussi de négocier. Et c'est ça le rôle prochain qu'il va falloir renforcer d'un diplomate, c'est de négocier. On voit les négociations qui se sont faites autour du vaccin, autour des tests et tout ça. Donc, avec ces crises sanitaires qui vont se répéter, c'est pas pour être pessimiste, mais il faut croire qu'elles vont se répéter avec les changements climatiques, avec toutes les pollutions que l'homme subit sur Terre. On sera obligé de penser santé de l'humain et donc les relations entre les pays et renforcer cette diplomatie sanitaire. Plus importante. Tu as été choisi par Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour faire partie de la commission spéciale sur le modèle de développement. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là et pour quelle qualité, selon toi, tu as été choisi? C'était un jour mémorable, un jour inoubliable, un immense honneur. Mais en même temps, j'ai ressenti l'importance de la responsabilité. On est en plein tournant et on voit que les choses changent grâce à Sa Majesté sur un ancien modèle. On voit que la mondialisation nous impose un changement, la technologie nous impose le changement. Et donc il faut penser un nouveau modèle pour un nouveau monde, pour s'intégrer dans ce monde qui bouge. Le monde bouge. Et donc réfléchir et faire partie des 35 membres pour réfléchir à ce changement de modèle pour le Maroc, ce fut un grand honneur pour moi. Je pense que modestement,
quelques-unes de mes qualités, j'ai pas mal de défauts. Oui, tout à fait, c'est ma question. Mais donc, quelques-unes, c'est peut-être cette force paisible de caractère, cette endurance, parce que le métier m'a appris l'endurance, et puis cette sensibilité vis-à-vis de la douleur, et la douleur, qu'elle soit physique ou mentale, la souffrance de l'autre. Peut-être que c'était un ingrédient. D'ailleurs, j'ai beaucoup bataillé pour le bien-être. Ça a été un sujet favori au niveau de la commission, pour le bien-être de l'autre. Car quand on n'est pas en bien-être, on ne peut pas être producteur, on ne peut pas être en performance. C'est clair. On en parlera tout à l'heure parce que j'en suis convaincue aussi. Qu'est-ce qui se passe après la remise du rapport? Je sais que vous l'avez remis il y a quelques semaines. Ça a été remis à Sa Majesté. Et il fallait, et là notre président et tous les membres, certains membres, il y a eu un effort immense de la part du président pour sillonner tout le Maroc, pour revenir vers tous les citoyens, toutes les catégories de citoyens, que ce soit les autorités, la société civile, les citoyens, pour expliquer, pour écouter, pour entendre l'autre, pour que tout le monde s'approprie, que ça devienne son rapport. Ce rapport a été fait avec des Marocains, les 35 membres. On a écouté les Marocains, avec les Marocains, par les Marocains et pour les Marocains. Donc c'est un made in Morocco, c'est pas quelque chose qui est calqué qui est venu d'ailleurs. Et donc cette écoute qu'on a faite avant le rapport, qui nous a permis de rédiger le rapport, et puis après il fallait aller encore une fois de plus vers le citoyen pour qu'il s'approprie ce rapport, pour qu'il le comprenne, pour qu'il y ait unanimité autour de ce rapport, un pacte national, et c'est ce qui s'est réalisé et on est fiers de la suite des choses. D'accord, excellent. Alors c'est vrai que quand on voit ton parcours, on est très vite impressionné. Donc j'ai envie de te demander, pour tous les gens qui nous suivent, est-ce que tu as eu, quelle a été plutôt ta plus grosse épreuve plus grosse épreuve ou difficulté que tu as pu surmonter sur ce beau chemin d'accomplissement et les enseignements que tu en as tirés? Il n'y a pas un être sur Terre qui n'a pas eu d'épreuves et de difficultés. Donc j'ai eu mon lot comme tout le monde. J'imagine, donc la plus grosse, voilà, bien sûr. Mes pleurs, bah oui, c'est important de dire, voilà, quand on voit ton parcours, on se dit, waouh, mais effectivement, qu'est-ce que tu as surmonté? Mais aussi, j'ai eu beaucoup de consécration, j'ai eu et beaucoup d'honneur et de plaisir à faire ce métier. Je pense que je ne vais pas me souvenir de quelque chose qui m'a marqué. Non, qui m'a fracassé, non. Parce que je relativise tout. Parce qu'il n'y a pas pire que ce que je vois mes patients. Donc, tout à l'heure, avec le fait de fréquenter la mort au quotidien. Non, tu relativises. Perdre sa voiture, ou perdre sa maison, ou perdre son job, tout ça, c'est relativement devient. C'est peut-être ça le secret, justement, pour dépasser des épreuves, c'est par rapport à cette gravité. Vous savez, quand vous côtoyez le regard d'un cancéreux, il vous apprend énormément. Il vous apprend, il vous prend par la gorge et vous l'oubliez jamais, ce regard. Donc voilà, j'ai pas spécialement d'épreuves, mais j'assume, j'avance, je me relève. Est-ce que tu considères du coup être épanouie dans ce que tu fais? Et quel lien est-ce que tu vois avec ta performance? On est convaincu, je suis convaincue et on est convaincu chez Batenborch qu'il y a un lien très fort entre la performance d'un individu et son épanouissement. Tout à fait. Donc voilà, à quel point tu es, toi, épanouie dans ce que tu fais et quel lien est-ce que tu vois avec la performance que tu as pu avoir jusqu'ici? Je crois que épanouie, oui. Si c'était à refaire, je le referais peut-être avec quelques petits ajustements, mais je referai ce métier. J'en suis très fière et je l'aime. Et je le fais avec beaucoup d'amour. J'aime l'excellence, j'aime la rigueur, j'aime l'honnêteté intellectuelle. Donc ces ingrédients-là me permettent de m'épanouir dans ce métier. Et puis, j'aime pas la monotonie. J'aime pas la monotonie. Et ce métier me permet aucun jour n'est comme l'autre. Et ça,
Je crois que c'est la Ça te garde en bénédiction. vie, Voilà. ça te fait vibrer. Ça pétille, ça vous donne de l'épanouissement continuel. Tu te sens vivante chaque jour. Rendre service et vivante et ne pas tomber dans la monotonie. Aucun jour n'est comme l'autre. Excellent. Alors justement, si tu devais donner un conseil aux jeunes ou aux moins jeunes, quel serait-il, Raja? Faire confiance en soi. Faire confiance en soi et foncer. Assumer, mais foncer avec une certaine humilité, parce que l'humilité te permet d'apprendre tout le temps, on apprend chaque jour, et avec une honnêteté intellectuelle. Ça, c'est les ingrédients de la réussite, à mon avis. D'accord. De quoi est-ce que tu es la plus fière? Je pense que, comme chaque maman, elle est fière d'abord de ses enfants. J'ai 2 garçons, c'est mes galons. Je pense, j'ai réussi leur éducation, puisqu'aujourd'hui ils s'envolent par leurs propres ailes et je suis très fière d'eux. Je lis leur fierté dans leurs yeux, comme celle de mon mari, de mes parents, à qui je rends hommage, qui m'ont permis, parce qu'un parcours comme ça, si je n'avais pas les parents et le mari pour m'aider, je pense que j'aurais pas pu... Il faut saluer les parents et le mari. Et le mari, qui m'ont supporté mes nuits de garde, ma fatigue, mon stress, qui des fois se répercute, même si j'arrête tout de suite cette répercussion. Mes enfants, mais surtout aussi ce que j'ai accompli, tous ces élèves que j'ai formés, tous ces écrits scientifiques que j'ai pu publier, et surtout les malades qui m'ont fait confiance et que j'ai traités, que j'ai opérés. Leur regard, leur prière, leur sourire me donnent de la force, annulent toute ma fatigue, tout mon stress, et je suis très reconnaissante pour ces malades. Un énorme merci, chère Raja. J'ai pris tellement de plaisir et tu m'as inspirée. Un grand merci et j'espère à très bientôt. À très bientôt et merci Sophia.